Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Petite précision, bon évidemment, hein, mais ça, je pense que la plupart le savent déjà ou l'ont déjà compris. PPR, il n'y a plus de musique sur le générique, tout simplement parce que la musique étant réservée aux droits d'auteur, hein, à la base c'était Alan Parsons Project, évidemment Sirius, la chanson des Chicago Bulls. Le problème c'est qu'à chaque fois, du coup, ça repérait les droits d'auteur, je ne pouvais pas la remettre en rediffusion tout de suite. Le live, puisque bah forcément il y avait live avec droit d'auteur, donc je le téléchargeais, il fallait que je le refasse, il fallait que je retire la musique, que je le re-upload, et je perdais malheureusement beaucoup de journées à faire ça, parce que j'avais d'autres projets, etc. à côté, voilà, etc. Et bah forcément derrière ça me faisait perdre du temps sur la rediffusion sur la chaîne secondaire, parce que je reprends la vidéo pour la mettre sur la chaîne secondaire. C'est donc pour ça que j'ai pris la décision en fait de rester chill, et puis de ne plus mettre de musique d'intro, c'est pas très grave. Il y en aura une pour le live de 30 heures, parce que le live de 30 heures c'est évidemment une occasion exceptionnelle, mais là pour le coup voilà, c'est que sinon ça va prendre vraiment trop de temps à retirer la musique, retirer les musiques à l'intérieur du live, etc. pour retirer les droits d'auteur, parce que là c'est quasiment pas l'usage en fait, je peux quasiment plus faire sans, et puis ensuite voilà directement le re-uploader, le reprogrammer, le ressortir, l'exporter sur le logiciel de montage pour le remettre, enfin c'est vrai que je perdais beaucoup de temps, donc là au moins c'est vrai que j'ai juste à l'enregistrer, et puis ensuite je peux directement le rebalancer sur la chaîne secondaire, j'ai juste à remettre le bon titre, etc. Puis ça prend beaucoup moins de temps, et ça vous permet d'avoir les rediffusions le lendemain, maximum le surlendemain. Là, j'ai pas d'excuse, c'est seulement si je suis teubé et que malheureusement, j'y pense plus. Mais au moins, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Messieurs, dames, ce soir, gros sujet. On aurait pu faire un live de 30 heures hein, pour cette personne, très clairement. Parce qu'on va juste parler aujourd'hui de Leonardo DiCaprio. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà entendu parler de cet acteur méconnu et sous-coté. Voilà, on sait jamais, hein, mais vous me dites dans le chat si ça vous dit un truc comme ça. Voilà, si peut-être par l'opération du Saint-Esprit, vous avez entendu parler de Leonardo DiCaprio, de 3 films hein, assez méconnus. Once Upon a Time in Hollywood, Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street, Titanic, La Plage. Don's Plum, on va en parler évidemment, Don's Plum, ce film jamais sorti. Voilà, vaguement, je pense que DiCaprio, ça vous dit un truc, hein, peut-être Martin Scorsese aussi, voilà, c'est peut-être juste une petite égérie dont on va discuter. Puis il y a beaucoup de choses à dire, alors évidemment, bon, c'est un live que j'aurais aimé faire d'un point de vue plus sérieux, dans le sens où c'est vrai qu'il aurait bien fallu 2-3 heures pour parler de DiCaprio, pourquoi pas avec des invités, c'est un truc que j'aurais pu faire sur mon live de 30 heures. J'ai décidé de le faire maintenant parce que sur live de 30 heures, on aura beaucoup d'autres choses à dire, et le faire dans un autre registre parce que la fatigue dans le clan Artworks est très 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 grande, dans le sens où forcément là actuellement on est sur les finales NBA avec Denver et Miami, je fais les lives sur Twitch en direct, donc c'est de 2h30 à 5h, 5h30 du matin. On a tous les lives aussi sur Twitch, il y a des vidéos qui vont sortir, il y en a même une qui sortira cette semaine qui sera une vidéo bonus, cette semaine, voire dernier délai, début de semaine prochaine, mais qui sera une vidéo bonus que je refais en plus d'Heavy Metal et possiblement du Seigneur des Anneaux, qui eux sortiront peut-être aux alentours du mois de juillet-août, les attendez pas tout de suite, hein. Ça sortira, elles vont être créées, mais ce sera peut-être plus juillet-août en les bossant au mois de juin, mais en les sortant à des intervalles irréguliers. Enfin voilà. On va essayer quand même de synthétiser tout ça et puis de vous faire un live qualitatif malgré la fatigue. Je précise au cas où si j'ai des trous, ceci ou cela, ou si je me souviens plus de tel ou tel, voilà, ne m'en voulez pas. Sachez juste que c'est uniquement pour la simple et bonne raison que la fatigue est présente et qu'en ce moment on charbonne beaucoup. Et on charbonne aussi pour le live de 30 heures puisque je suis en train de le préparer et vous aurez du lourd, vous aurez du très très lourd. Je peux déjà, par exemple, vous dire... Voilà, je vous donne un invité. Je peux pas vous en donner beaucoup plus pour l'instant, mais je peux déjà vous dire que le samedi, et c'est un immense plaisir pour moi, vraiment, le samedi 24 juin, je viens d'avoir la confirmation il y a peu de temps. Monstre de film sera avec nous de 20h à 22h le samedi 24, c'est juste ma chaîne préférée avec Trash Talk, donc je peux vous dire que c'est genre, waouh, tu vois, genre dans ma tête je suis là, waouh, c'est trop bien, mais il y aura en invité Monstre de film, pour ceux qui connaissent, l'une des meilleures chaînes de cinéma actuellement qui parle de films de genre, d'animaux tueurs, etc. Et ils seront avec nous de 20h à 22h pour une petite interview, un petit entretien, on parlera aussi de ce genre de cinéma-là, donc ça fait bien plaisir, et ça ce sera le samedi 24, évidemment, il y aura d'autres invités aussi dont je tairai les noms pour l'instant. Il y en a d'autres qui se mêleront peut-être ensuite. Ce sera en duplex, ouais, effectivement. Mais voilà, John Berntal, normalement, devrait passer aussi. On aura peut-être éventuellement Shia LaBeouf, mais ça, c'est encore à voir. Parce qu'il a un planning chargé en ce moment, mais on sait jamais. Bref, Leonardo DiCaprio. Première question que j'ai envie de poser au chat. Allez,
Ah non, je vais vous en poser deux d'un coup, parce que franchement, c'est pour moi indispensable. Quel est pour vous, et attention, c'est la question peut-être la plus difficile, parce que on est sur un acteur qui a une carrière extraordinaire, vraiment qui a une carrière folle. Vous pensez qu'il a été connu grâce à Titanic? Vous avez tort, il avait déjà été nommé aux Oscars avant. C'était pour Gilbert Grape, je crois, avec Johnny Depp. Il avait déjà fait un film avant avec Robert De Niro, mais ça on va y revenir sur sa carrière. Il a fait ensuite Roméo plus Juliette, et seulement après Titanic. Alors là, effectivement, après Titanic, c'est le banger pour l'ami Léo DiCaprio. La première question que j'ai envie de vous poser, étant donné qu'on est face à un comédien XXL, pour moi, je pense même que c'est le comédien ultime, qui est capable de tout faire, de tout jouer, qui s'est marié à tout, qui a traversé les décennies en étant au top, et qui a été capable d'être l'égérie de tellement de cinéastes de talent, de Spielberg à Scorsese, en passant par Tarantino. Enfin, c'est absolument extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. James Cameron aussi, évidemment, pour Titanic. Première question que j'ai envie de... Trois questions, j'ai envie de vous poser trois questions. La première question, c'est simple, clair et précis. Un seul film. Pour Leonardo DiCaprio, vous sauvez lequel? Et ça, c'est très dur. Si vous deviez sauver un film de Léo DiCaprio, je sais que vous aimez bien, voilà, ce genre de petites questions pas piquées des hannetons, hein, qui fait bien plaisir. Si vous deviez sauver un seul film, voilà, gardez un seul film dans, voilà, votre bibliothèque va brûler, vous ne pouvez sauver qu'un film avec Léo DiCaprio. The Revenant, en plus, je pose des questions, mais je suis bien parce que je serais incapable d'y répondre. Je vous le dis, hein, mais je serais incapable de répondre à ça. The Revenant, Once Upon a Time in Hollywood, Le Loup de Wall Street, Attrape-moi si tu peux, Shutter Island, le Loup de Wall Street, Titanic, Loup de Wall Street, The Revenant, Shutter Island, Aviator. On a du Aviator, Revenant, Shutter Island, Roméo plus Juliette, Arrête-moi si tu peux, Le Loup de Wall Street. Alors, Inception, c'est marrant parce que on sauve relativement souvent les mêmes films. Beaucoup de Shutter Island, beaucoup de The Revenant, beaucoup de Loup de Wall Street, pas mal de Once Upon a Time in Hollywood. On navigue un petit peu sur ce qu'il a fait dernièrement sur voilà les grands traits de sa carrière, parce qu'on est sur du Scorsese, sur du Tarantino, sur du Spielberg aussi avec Attrape-moi si tu peux. On a vraiment un héritage du côté de DiCaprio. C'est intéressant parce que quand je faisais des recherches, justement, il parlait de Robert De Niro, qui était la Madeleine de Proust, voilà, la figure emblématique, l'égérie de la première d'une certaine décennie en tout cas de Scorsese, et puis de Leonardo DiCaprio dans les années 2000 qui avait pris le relais, alors qu'avant c'était Robert De Niro. C'est vrai que c'est pas forcément faux dans le sens où on a vraiment voilà, cette passation de pouvoir d'un cinéma à un autre, où DiCaprio est arrivé donc à la fin des années 90 hein, déjà, mais en particulier d'autant plus au début des années 2000. Alors même si Roméo plus Juliette plus Titanic, tu me diras c'est fin des années 90, mais lui il a été vraiment la figure emblématique, Gangs of New York aussi, où il est extraordinaire, il a été la figure emblématique d'un nouveau cinéma, avec l'entrée voilà, de nouveaux comédiens, plus ou moins de la même génération. C'est-à-dire que DiCaprio n'est pas forcément très vieux, il a 48 ans, il est de 74, il aura bientôt 49 ans là, cette année, il fêtera ses 50 ans l'année prochaine. On est plus jeune que certains comédiens, je crois, comme Brad Pitt ou Tom Cruise, mais pourtant on a navigué un petit peu dans les mêmes, au cœur des mêmes décennies. Tom Cruise était déjà connu un petit peu avant, hein, quand même, assez largement. Puis Tom Cruise, il doit bien avoir une dizaine d'années de plus maintenant, si ce n'est plus. Donc, on pourrait même se demander si Tom Cruise, c'est pas encore un cran au-dessus en termes de génération. Enfin, ils ont navigué à travers... Enfin, ils ont navigué, voilà, comme je dis, hein, à travers les générations, que ce soit les DiCaprio, les Tom Cruise, les Brad Pitt, enfin, on est relativement dans le même domaine de comédiens qui ont marqué une génération et qui ont été capables d'être grandioses tout le long, quoi. Il est pas très vieux, comme les meufs avec qui il sort. Quoi? Oula, hack. Alors attention, parce que du coup, j'ai tous les droits d'auteur et de la nature au cul, là, maintenant. Merci, Léa. Il y a toutes, voilà, il y a toutes les manifestations, là, pour la planète, soutien à Léo DiCaprio, qui me disent Val FDP. Faites taire Valou. Il demande, faites fermer la chaîne de Valou. Que se passe-t-il? Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, bon, l'avantage, en fait, c'est que Leonardo DiCaprio, par rapport à toutes les femmes qu'il a croisées, eh ben, ça lui rappelle une jeunesse éternelle, hein, parce que je pense que quand il était déjà nommé aux Oscars à l'époque où il avait 19 ans, c'était déjà l'âge butoir pour lui. Je sais plus c'est quoi l'âge butoir d'ailleurs, c'est ça, on en fait une joke à chaque fois, mais c'est quoi l'âge butoir des femmes de DiCaprio? C'est pas 21 ans?
Il est pas sur un listing de les 3 ou 4 dernières nanas qu'il a eu. C'était à partir du moment où elles avaient 21, 23 ou 29 ans. C'était au revoir, merci. C'est pas 25, je me rappelle plus. C'est 25 ans, voilà. Tu sais qu'à partir du moment, et ça va être terrible hein, pour toutes les prochaines nanas qui vont être avec lui, c'est putain, elles vont devoir se retirer 3-4 ans et c'est lui qui va terminer c'est lui qui va terminer en tôle du coup. Parce que tu te dis, non, je veux pas arriver à 25 ans. Je veux pas arriver à 25 ans, c'est pas possible. Putain, il me reste plus qu'un an avec DiCaprio, merde. 21, c'est chaud de ouf. Ah ouais, non, mais moi j'étais vraiment convaincu de se dire, tu sais, bon, ça se trouve, tu vois, vous connaissez mes références, Vincent Cassel entre autres, hein, quoi, ça, plus c'est jeune, mieux c'est. Mais ouais, non, j'étais vraiment dans un style où je me dis, attends, c'était quel âge déjà? Enfin ouais, l'âge butoir. Puis enfin, blague à part, parce que la blague est drôle, parce que ça fait 3 ou 4 de suite. En vrai, on s'en fout, je veux dire 20, 21, 22, 23, 24, enfin même Vincent Cassel qui était, je sais plus s'ils sont ensemble, mais qui était avec une femme de 19, 20 ans, 21 ans, je sais plus. Elle est majeure, elle est tout à fait consentante, et puis elle est heureuse avec Vincent Cassel, je crois même qu'ils ont eu des gamins, me semble-t-il, je sais plus, ça c'est Léa qui me dira. Où est le mal? Enfin bon, c'est vraiment histoire de faire des histoires pour rien. Alors ça, je le dis à la défense de Cassel et DiCaprio, etc. Je veux dire, à partir du moment où la nana, elle est majeure et qu'en plus, elle est heureuse avec lui, et puis qu'ils sont amoureux et qu'ils sont ensemble, etc. En plus qu'ils ont eu une gamine, où est le problème? Voilà, c'est parce que c'est DiCaprio, sinon ça ferait chier personne. Mais effectivement, voilà, le fait d'avoir DiCaprio qui sort avec des nanas qui ont la vingtaine en général, où est le mal à partir du moment où il est heureux, elle est heureuse, ça se trouve, ils sont très bien. Voilà, bon, après, c'est peut-être par d'autres circonstances qu'ils sont plus ensemble. Enfin, c'est vrai que c'est histoire de faire des polémiques pour rien. Mais n'empêche que de cette vanne-là, on voit un truc intéressant. C'est-à-dire que, bah, aujourd'hui, il faut faire des polémiques de tout avec des choses qui n'ont aucun intérêt. Voilà, Cassel en est témoin, DiCaprio en est témoin. Il faut faire des polémiques de tout. Et ça, alors, peu importe le bonheur des gens. Vous êtes heureux, c'est pas mon problème. Vous êtes consentant, c'est pas mon problème. Il faut faire des polémiques d'à peu près tout. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais bon. Alors après, Al Pacino, à 84 ans, qui vient d'être papa, c'est encore autre chose. Robert De Niro aussi, etc. Bon, ça, c'est encore un autre domaine. Là, c'est DiCaprio, tu as 48 ans. Bon, il est avec une nana qui en a 25. C'est pas le premier ni le dernier où il y aura 20 ans d'écart. Cassel, il a eu une gamine avec sa nana. Ils s'entendent tout à fait bien. Enfin, ils s'entendaient bien. Je sais plus s'ils sont ensemble, mais voilà, ils étaient amoureux. Ils ont eu une relation. Ils ont eu une gamine. C'était le fruit de l'amour, etc. Où est le mal, quoi? C'est aujourd'hui, il faut faire des polémiques à peu près avec tout. Donc, je participe à la polémique. Bah non, en vrai, parce que toi, je suppose que ça te dérange pas d'être avec quelqu'un de plus vieux. C'est le mec. Je pense que pour toi, Léa, y a rien de choquant. Voilà, c'est pas gênant. Hein, c'est bon, voilà, hein? Quoi? Oula, putain, je suis encore piraté. Là, j'ai le R qui vient de m'envoyer un message en disant attention, le fusil est proche. Voilà, hein? Piratage. Bref, tout ça pour dire que bon, Leonardo DiCaprio. Passons cette petite vanne donc sur le départ des femmes de 25 ans. Reste un acteur extraordinaire. Et pour retracer un peu sa carrière, donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez spécifié pas mal de films qui sont très très bons. Et puis on a navigué autour de 4 ou 5 longs métrages hein, quand je vous ai demandé quel était votre long métrage de prédilection. Mais il y en a aussi énormément d'autres. C'est quelqu'un qui sélectionne ses films. On sait qu'en général, on a une plâtrée de longs métrages à discuter. Il y en a en général un tous les ans, voire tous les 2 ans. On n'est pas non plus dans le principe du Tom Cruise movie, c'est-à-dire chaque année, t'es sûr d'avoir ton film avec Tom Cruise. Là, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus disparate. Je crois qu'il y a eu plusieurs années où DiCaprio s'était fait relativement discret entre 2 Tarantino ou un Scorsese et un Tarantino récemment. C'est quelqu'un qui donc est né en 74 et qui va avoir la fibre du cinéma très 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 rapidement, puisqu'il va être découvert assez tôt. Il va donner justement la part belle à Robert De Niro, c'était dans Blessure secrète. C'était dans Blessure secrète où justement, eh ben, il donne la réplique à De Niro, qui était un de ses acteurs de prédilection. À cette époque-là, il est relativement jeune. Il va être nommé aux Oscars pour Gilbert Grape à l'âge de 19 ans, je crois, enfin, ou pas beaucoup plus vieux que ça, en donnant la réplique à Johnny Depp. Et alors à cette époque-là, effectivement, on va se dire que c'est peut-être un acteur montant. Il y a Basketball Diaries qui est passé par là ou qui est sur le point de passer par là. Je me souviens plus exactement de la date de sortie de ce film-là. Et il va y avoir ensuite Titanic, et c'est ça qui est justement intéressant avec lui, c'est qu'ensuite on va avoir Titanic. Alors il y a plein d'autres films qui gravitent autour, hein, mais là je fais vraiment les grandes lignes. Il va y avoir Titanic, là c'est propulsé sur un stade extraordinaire, et c'est l'une des premières choses que j'ai envie de dire. Déjà à cette époque-là, on pourrait se dire, ouais, DiCaprio, l'acteur à minette, l'acteur le beau gosse, le jeune beau gosse, voilà, typiquement l'acteur pour ménagère, l'acteur pour nana, etc. Roméo plus Juliette quelque peu avant. Et en fait, non.
Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'en fait non, puisque on a toute la carrière qu'il a eue déjà avant, notamment Mort ou Vif aussi de Sam Raimi. On a cette carrière-là avant, on a Gilbert Grape, on a des tas de films qui sont intéressants où il a déjà montré qu'il était capable d'élever un niveau de jeu extraordinaire. Faut savoir qu'il y a quelque chose qui est très drôle, alors ça je vous renverrai vers Mathieu Blom puisqu'il en avait parlé, et c'est une vidéo que je vous conseille vraiment de voir parce que si vous voulez en apprendre beaucoup sur Leonardo DiCaprio, elle est superbe. C'est le film interdit de Leonardo DiCaprio qui s'appelle Don's Plum. Faut savoir que DiCaprio, quand il était jeune, et là on va arriver sur sa carrière jusqu'à ce qu'il arrive à L'Homme au masque de fer, c'est des mots que je récupère de Mathieu Blom puisque j'ai appris ça à travers sa vidéo. Il est sur le toit du monde. Il n'y a personne qui n'est plus influent que lui. Et il va faire partie d'un gang de potes qui s'appelle les Pussy Posses. Et il y a Tobey Maguire notamment qui est dedans, avec pas mal d'autres comédiens qu'on a notamment revus dans certains films avec Scorsese, notamment le Loup de Wall Street. Et tu peux pas faire plus connard que ces mecs-là. À cette époque-là, tu ne peux pas faire plus connard, arrogant que ces mecs-là. Ils teasent à gogo. Alors, je mettrai pas la drogue sur le tableau, parce que je me souviens plus dans la vidéo s'il en parle, mais en tout cas, toutes les gonzesses y passent. C'est un groupe, voilà, ils sont arrogants au possible, et ils veulent faire un film entre potes qui s'appelle Don's Plum, qui va être tourné, et ils vont saboter le film, etc. Ils ont pas aimé du tout ce film-là, donc du coup ça va partir très loin, ils vont briser toutes les carrières des producteurs, des réals, etc. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a le Leonardo DiCaprio tout-puissant. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que la carrière va être telle, avant, effectivement, qui s'apaise avec l'âge aussi, qui rencontre aussi Martin Scorsese, qui va l'emmener sur le toit d'un autre monde avec tous les films qu'il va proposer. Bah, il se trouve que Don's Plum, voilà, ça va être un flop, puisque ça va jamais sortir, puisque et DiCaprio et Maguire vont s'y opposer. Et par la suite, on va avoir L'Homme au masque de fer, qui pour beaucoup de gens est le moins bon film de DiCaprio. Mais ce qui est très intéressant, et là j'étais totalement d'accord dans l'analyse de Matt, puisque c'est une analyse que je partageais à peu près, ce film-là, c'est le film non seulement de l'arrogance, mais du symbole égomaniaque total, non seulement de DiCaprio dans le cinéma, mais aussi du cinéma pour DiCaprio. C'est le roi absolu d'Hollywood, on ne touche pas au roi, etc. Preuve en est, il incarne, c'est Louis XIV ou Louis XV, je me souviens plus, dans L'Homme au masque de fer. Enfin, il incarne le roi, je crois que c'est le roi Soleil, donc ça doit être Louis XIV. Et en plus, il s'incarne en double. C'est-à-dire qu'il va s'incarner lui, donc la version la plus arrogante, la plus brutale, qui est celle qui est sur le trône, et la version un petit peu plus gentille, un petit peu plus minette, c'est-à-dire les deux faces du DiCaprio au cinéma. La face qu'on essaie de montrer, donc la phase fausse, DiCaprio tout gentil, DiCaprio tout mignon, DiCaprio pour le public, celle qui va effectivement être la figure qui va remonter sur le trône à la fin, donc la version jumeau de Louis XIV qui est appréciable, et la version ultra arrogante, ultra pédante, qui est lui pourtant le Leonardo DiCaprio réaliste, le Leonardo DiCaprio honnête, réel, qui est celui qui marche sur Hollywood, marche sur la concurrence, marche sur ceux pour lesquels il n'est pas d'accord, avec les Pussy Pussies qui vont marcher sur tous les gens sur Hollywood en étant les dieux absolus. Et ça, en fait, on voit que ces deux visages de DiCaprio, qui sont en fait les deux visages du Roi Soleil dans L'Homme au masque de fer, et je trouve la comparaison très intéressante, puisque, voilà, elle est signée Mathieu Blom, mais je trouvais que c'était très drôle de voir qu'à partir de ce moment-là, on a la DiCaprio Mania, la DiCaprio Fever, qui est sur le devant de la scène, qui ne l'empêche pas de faire des très bons films à cette époque-là, qui ne l'empêche pas d'être un très bon comédien, mais qui est vraiment porté sur le moi je, notamment aussi avec Tobey, où Tobey, c'est drôle parce que Tobey, alors à l'époque en tout cas, mais Tobey Maguire dans la vie, c'est Bully Maguire. C'est vraiment Bully Maguire. Bully Maguire, tel qu'on le voit dans Spider-Man 3, ça a été la personnification de toute la première partie de sa carrière, avant Spider-Man. Il a fallu Spider-Man pour qui ça s'agisse, et puis DiCaprio, il a fallu voilà, le côté un petit peu plus raisonnable, avec des réalisateurs qui vont l'encadrer, et puis la maturité aussi, effectivement. Ils étaient jeunes, voilà, tu peux pas non plus leur en vouloir. Et puis d'un autre côté, ils étaient jeunes, et quelque part, tellement bouffés par le système qui en fait énormément autour d'eux, surtout DiCaprio, que forcément ça te monte à la tête et derrière tu deviens aussi le système. Ce qui est intéressant, c'est que justement DiCaprio va contrebalancer ça totalement en ayant
Contrairement à d'autres qui ont complètement sombré par rapport à ce système-là et Hollywood et tout, lui, il va être capable de complètement aller dans autre chose pour devenir un acteur absolument extraordinaire. Il l'était déjà, mais il le montre d'autant plus à l'orée des années 2000, avec des Attrape-moi si tu peux, Gangs of New York, je crois que c'est dans les années 2000 aussi, tu vas avoir Aviator, et puis Les Infiltrés, il faut pas oublier aussi, hein, notamment des longs métrages comme ça, hein, mais Les Infiltrés, qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, mon cœur... Les Infiltrés, c'était le film que Flores nous avait montré en première année. C'était le film en fait, où on a fait quasiment, je crois, sur un semestre. On a dû faire 2 ou 3 mois dessus, parce que il y a tellement à dire déjà, rien que dans l'introduction. Il nous avait fait faire le... Comment dire, toute l'analyse de l'intro, où l'intro dure un temps incroyable avant d'arriver sur Les Infiltrés, musique irlandaise. Enfin, c'était hyper cool, en fait, parce que bon, quand tu compares... Ah non, c'est pas étonnant. Puis quand tu compares avec les techniques du Technicolor ou des trucs comme ça que tu te farcis en amphi, et puis le rapport entre la peinture et le cinéma à 8h du matin le vendredi quand t'es sorti le jeudi soir, je peux te dire que t'es content d'avoir des cours sur le lundi sur Les Infiltrés. Parce que sinon, enfin, la vache. Oh, les heures de sommeil à rattraper en fac, mon pote. Mais ouais, non, ça va être intéressant parce que justement, cette jonction-là entre l'ancien DiCaprio et le nouveau, il y a plein de choses qui sont pertinentes. On pourrait penser que c'est un acteur à minette, alors que pas du tout, parce que son début de carrière est absolument tonitruant, avec une nomination aux Oscars. Derrière, il fait Titanic, alors là, il est sur le toit du monde, et il réussit justement, même étant jeune, avec la maturité, les rencontres, les contacts, etc., à ne pas totalement épouser le côté un peu arrogant du système et à y sombrer, mais à justement s'élever au-delà de ça. Et puis prendre des prises de position politiques, environnementales, qui deviendront aussi un peu ses fers de lance et qui sont très intéressants, et puis qui sont importants, notamment pour l'environnement, la défense des animaux, de la planète, etc. Leonardo DiCaprio, il est relativement important là-dessus. Bon, il y a un film que j'aimerais discuter quand même, qui est très sous-coté. J'en parlais d'ailleurs par rapport à Thor. Alors vous allez me dire, j'en parlais sur Twitch par rapport à Thor Love and Thunder. Vous allez me dire, qu'est-ce que DiCaprio vient foutre de Thor Love and Thunder? Récemment, Chris Hemsworth a dit, dans une interview très très mal traduite, que il était un peu mécontent de Thor Love and Thunder parce qu'il trouvait qu'il s'était tellement amusé sur le plateau, etc., qu'au final, le rendu faisait un peu bébête. Et qu'il y avait trop de blagues et que ça faisait un film un peu idiot. Il a pas dit que le film était mauvais, il a dit c'est dommage parce qu'on sent que voilà, on a tellement fait de bannes, on s'est tellement éclaté, on a tellement fait de blagues que ça ressort un côté un peu trop comique, un peu trop idiot, voilà. Et du coup, Thor Love and Thunder, on pourrait penser que Chris Hemsworth renie un peu son film. Il y a un film que Leonardo DiCaprio, dont Leonardo DiCaprio a été figure aussi, c'est La Plage, de Danny Boyle. Et Danny Boyle refute un peu ce film-là. Voilà, c'est pas un film qu'il apprécie particulièrement, il le renie un peu, de la même manière que David Fincher a renié Alien 3. Et je disais sur Twitch, justement, que c'est pas parce que des réalisateurs ou des comédiens ou des choses comme ça renient un projet que le projet est pas bon. D'ailleurs, moi, Thor Love and Thunder, je continue à trouver que c'est un bon film. Je pense qu'Alien 3 est un très bon film, et La Plage aussi. Je trouve que La Plage est un excellent film, et c'est un film dont j'aimerais discuter un petit peu avec vous dans la carrière de DiCaprio, parce qu'il est injustement critiqué, injustement sous-évalué, alors qu'il a une puissance narrative en termes de montage et de côté un peu mindfuck absolument superbe, avec Guillaume Canet, c'est Virginie Ledoyen, je crois, qui est aussi dedans. On a Robert Carlyle, qui est un des habitués de Danny Boyle, filmé par Danny Boyle, musique de Moby, DiCaprio en tête d'affiche. C'est un peu un huis clos extérieur, c'est vraiment intéressant. Enfin, il y a une psychologie, une envie, une narration, tu vois, un rapport sur l'homme, sur les relations humaines, etc., que je trouve très 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 fort dans La Plage. Et malheureusement, La Plage est vraiment passé à côté, parce qu'il a... Alors lui, je crois qu'en plus, il était vraiment dans les quelques années qui ont été entre les Titanic, Roméo plus Juliette, etc. Enfin, c'était quasiment dans le même milieu. Hein. Je me souviens plus quand est-ce qu'est sorti La Plage, mais je crois que c'est fin des années 90 ou extrême début 2000. Ah, effectivement, c'est vrai qu'à cette époque-là, DiCaprio était sur le toit du monde. Celui-là, on le considère toujours comme un de ses seuls loupés. Je ne considère pas que le film soit loupé du tout. Au contraire, je trouve qu'il est vraiment très bon. Ce n'est pas DiCaprio le problème, et j'ai du mal avec Ledoyen et Canet, perso, mais sinon pas trop mal. Moi je trouve qu'ils sont bons dans le film.
Je trouve qu'ils sont bons. Après, bon, c'est voir en VO, VF, etc. C'est toujours pareil. C'est vrai qu'en VF, les acteurs ont du mal à se doubler en voix française ensuite. Donc ça rend un petit peu moins bien. Quand tu le regardes en VO, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'ils sont plutôt bons comédiens. Le trio fonctionne plutôt bien. On rencontre des acteurs autrement plus, j'allais dire, charismatiques dans la prestance de leurs personnages. Pas les acteurs en eux-mêmes, mais une fois qu'on arrive justement sur la plage, sur ce groupe-là qui habite sur cette plage-là, mais le film est très bon, notamment sur les relations humaines et puis tout ce que ça apporte. Et ça a été un film un peu passé sous silence dans la carrière de DiCaprio. Aujourd'hui, par exemple, on n'a toujours pas de Blu-ray en France, je crois, édité français de La Plage. Ça peut se trouver ailleurs, mais en France, il me semble pas. C'est hyper dommage, parce que c'est un film qui est hyper intéressant. Mais on va arriver donc peu à peu, après tous ces travers, voilà, on passe L'Homme au masque de fer, on passe son début de carrière directement baigné dans le cinéma, avec déjà un talent inné et puis une médiatisation hors norme. Titanic, bon, voilà, forcément, c'est grandiose pour lui. Le personnage de Jack Dawson, il est encore dans la pop culture aujourd'hui comme un personnage hors norme. C'est ce qui amène effectivement à ma deuxième question. Répondez honnêtement, y avait-il la place sur ce putain de radeau? C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui encore, putain, j'ai l'impression que c'est le plus grand débat du cinéma et on est obligé d'en parler parce que DiCaprio en fait partie. Y avait-il la place pour 2 personnes sur cette planche? Est-ce qu'on va me dire à un moment donné qu'ils allaient couler, que c'était plus possible, que ceci, que cela? J'ai quand même envie de vous dire, les gars, de ma propre opinion, que bon, il y avait la place. Alors, est-ce que c'est pas un élan de lucidité de dire que Rose, elle aurait peut-être pu tirer Léo DiCaprio, tu vois, au lieu de les laisser dans la flotte, surtout pour lui dire après, une fois qu'il est mort, je t'abandonnerai jamais. Oui, mais bon, là, il est un peu mort, quoi. Tu le laisses complètement couler alors que le mec est devenu une glace. C'est pas ouf. Alors, on pourra aussi penser au fait que lui, bah effectivement, il était un peu le cerveau refroidi, hein, parce que ça faisait quand même une demi-heure qu'il était dans la flotte à se battre avec des mecs pour pouvoir monter sur un radeau. Il a peut-être juste pas pensé à monter, tu vois. Ou peut-être que physiquement, il pouvait plus, parce que physiquement, il avait le corps qui était complètement gelé. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, je pense que, d'un point de vue totalement objectif, il y avait de la place hein, sur ce radeau. Hein. Voilà, je vous le dis. Non, je préfère te... Non, je te le dis. Non, mais je préfère te le dire. J'ai vu que le Sisama était là, comment ça, mon Sisama? Non, mais voilà, je préfère te le dire. Il y avait de la place sur ce radeau. Et il y a le Johan qui arrive aussi. Donc c'est vrai que bon, c'était la deuxième question que je vais poser. Puis évidemment, là, c'est un flop hein, pour Rose. Imo, c'est une mauvaise copine. Moi, j'avoue que, moi, j'aurais fait la place. Moi. Voilà, j'aurais fait la place. J'aurais fait un petit, voilà, j'aurais décalé une fesse. Je vous le dis, j'aurais décalé une fesse pour faire monter ce bon vieux Jack Dawson, quoi, le beau Léo DiCaprio qu'on demandait pas tant. C'est après tout ce qu'il fait dans le film, quand même, le mec, on lui laisse même pas monter sur un... C'est horrible. C'est horrible. Mais bon, surtout quand tu sais que lui, Billy Zane, il survit... Enfin, c'est vraiment... Tu sais, putain, ce film-là, il est dur, hein, parce que comment il s'appelle, le personnage de Billy Zane? Je me rappelle plus. L'antagoniste du film, en fait, le premier mari de Rose qui se fait cocufier comme jamais à bord du paquebot, mais qui survit pour se suicider quelques années plus tard, comme quoi finalement la vie fait mal les choses. Mais bon, alors, puis ce coup de génie qu'il a, lui, en récupérant une gamine en disant c'est ma seule famille. Ça, c'est magnifique aussi. Ça, c'est magnifique aussi. Ça, le coup du elle est tout ce que j'ai, c'est ma seule famille, venez, il me reste plus qu'elle, c'est ma gamine. Alors, il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, lui dans le genre, il est fabuleux. Mais enfin oui, non, Titanic cale, voilà, c'est ça, ouais. Titanic va être un rôle majeur, non pas décisif, je pense, parce qu'il... Enfin, décisif pour le mettre sur le toit du monde, mais sinon il y était déjà, enfin je veux dire, il avait déjà une belle carrière derrière lui. Mais c'est à partir des années 2000 où là, on va avoir quand même un niveau qui est absolument hallucinant. Je vous avais fait le listing, puisque j'ai pris quand même quelques notes, puisque je fais bien mes devoirs. Petit listing quand même du nombre de fois où il a été nominé aux Oscars, parce qu'il y a des films par exemple dont on n'a pas discuté qui vont être notés là. Aux Oscars, c'est notamment nommé donc pour Gilbert Grape, ça j'en avais parlé, mais Aviator en 2005. Donc là, on est déjà sur du lourd, hein, parce que Aviator, on est chez Martin Scorsese. Blood Diamond, où il est nommé aux Oscars. Le Loup de Wall Street en 2014, Blood Diamond c'était en 2007, Blood Diamond c'est quand même fabuleux, personne l'a mentionné dans le chat, moi-même j'y avais pas pensé, mais les gars quand même c'est du très lourd, sous-côté Blood Diamond d'ailleurs. Le Loup de Wall Street en 2014,
Oscar du meilleur acteur, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur acteur remporté pour The Revenant en 2016. Il l'aura encore une fois en nomination en 2020 pour Once Upon a Time in Hollywood. Derrière les Golden Globes, il va y avoir Titanic, Arrête-moi si tu peux en 2003. 2007, meilleur acteur pour un film dramatique dans Blood Diamond et dans Les Infiltrés. C'est que le mec est nommé 2 fois. Il n'a même pas été foutu de le gagner d'ailleurs cette année-là, mais il a été nommé 2 fois quand même la même année. 2009 pour Les Noces Rebelles, en 2012 pour Edgar, en 2013 évidemment pour Django Unchained, remporté pour Le Loup de Wall Street, remporté pour The Revenant, renommé pour Once Upon a Time in Hollywood. Enfin, voilà, et tout ça, c'est les années 2000-2010 confondues. Mais on peut penser à Gatsby aussi, où il a été dedans, où il a ramené son copain, évidemment, Tobey Maguire. C'est des rôles majeurs avec des réalisateurs quand même absolument sensationnels. Tarantino, DiCaprio, Scorsese, comment il s'appelle déjà le réal qui a fait Gatsby, puisqu'il a fait l'excellent Elvis aussi derrière. Gatsby le magnifique, bah vous allez me le dire, On a J. Edgar, c'était Clint Eastwood quand même aussi, hein. On a du Clint Eastwood, où il a été nominé, ou putain derrière le mec DiCaprio géré par Clint Eastwood, c'était quelque chose qui avait jamais été vu avant. La Inception, la Shutter Island, enfin bon là je parle que des nominations qu'il a pu faire. Il y a des films où il n'a pas été nommé, mais où pourtant il a été absolument fabuleux. Baz Luhrmann, voilà merci, où il fait justement Gatsby, et derrière c'est le réalisateur de... c'est le réalisateur de Elvis que je vous conseille, puisque Elvis est absolument monstrueux. La fascination qu'on peut avoir pour un mec comme DiCaprio, et je trouve que c'est vachement bien engendré par le regard qu'il va avoir sur le cinéma, par un personnage qui regarde le cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est quelqu'un qui a été capable de tout faire. Tu le regardes dans Aviator, tu le regardes dans Gangs of New York, tu le regardes dans Le Loup de Wall Street, où il est complètement dingue. Il part de personnes lambda à complètement dingue. Tu le regardes dans The Revenant, où sans un dialogue, et alors c'est pour moi, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent il a un peu volé cet Oscar-là, c'est pour l'ensemble de sa carrière, le mieux ça aurait été de le donner au Loup de Wall Street. Je suis pas d'accord, parce que ce qu'il arrive à faire sans un mot, sans parole, sans voilà, quasiment dans le non-dit tout le long, parce que c'est que le regard et l'attitude et la gestuelle ultra dramatique qu'il arrive à faire dans The Revenant est absolument exceptionnel. Pour moi, l'Oscar est tellement mérité là-dessus. Alors, il aurait pu avoir les deux, hein. Moi, je pense qu'il aurait mérité les deux. Mais alors, aucun moment, je retire The Revenant pour avoir... aucun moment, je retire The Revenant pour avoir le Loup de Wall Street. Moi, je mets les deux. Je n'en retire pas un pour avoir l'autre. Il est capable de littéralement tout jouer. Dans Django, jouer l'antagoniste, c'est quelque chose qu'on le voit assez peu faire. Et c'est inhumain ce qu'il arrive à faire dans Django. Il a une prestance, le duo avec Samuel L. Jackson, qui lui aussi est dans un contre-emploi total, qui est absolument fabuleux. Et derrière, tu arrives justement sur cette charnière, ce moment majeur, où t'es dans Once Upon a Time in Hollywood, et t'as un regard d'un comédien qui incarne un comédien qui voit son cinéma au fil des ans, au fil du temps, qui passe de has-been à renouveau, western spaghetti, film italien, série télévisée, pour revenir un peu par la suite, rencontrer Sharon Tate. Enfin, il y a des tas de choses que je trouve hyper intéressantes sur le regard du cinéma de Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood, qui colle vachement bien avec DiCaprio, parce que qui de mieux pour incarner Rick Dalton que Monsieur Cinéma aujourd'hui ? Rick Dalton, dans Once Upon a Time in Hollywood, il est censé incarner ce Monsieur Cinéma de Tarantino. C'est comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez la même chose que moi là-dessus, hein, si vous avez analysé ça de la même manière, mais pour moi, Rick Dalton, avec Cliff Booth, donc Brad Pitt, c'est les Monsieur Cinéma de la vision de Tarantino du cinéma sur plusieurs générations. Qui de mieux pour incarner ça que les Monsieur Cinéma officiels de notre ère moderne ? Brad Pitt et Léo DiCaprio. Qui aurait pu jouer ce rôle-là à part DiCaprio, de toute façon ? Qui aurait pu jouer ce rôle-là à part DiCaprio et Brad Pitt ? C'est pas possible. Qui incarne aujourd'hui mieux le cinéma que ces mecs-là ? En tant qu'acteur, je parle purement, et dans leur génération à eux, parce que sinon t'as Clint Eastwood, évidemment. Peut-être Tom Cruise ? Tom Cruise aurait pu jouer Rick Dalton. Mais j'en vois peu qui auraient pu être capables de le faire. Oui, Tom Cruise aurait pu le faire, parce que Tom Cruise, c'est aussi un monsieur cinéma, mais dans un autre genre. Plutôt cascade et amour pur du cinéma. Je gère le cinéma moi-même, je produis, je réalise, je fais tout. Il faut sauter du haut de la lune, j'y vais, je m'en fous, moi, j'ai mon permis lunaire, hein, j'en ai rien à foutre. Donc voilà.
C'est des acteurs intemporels, comme dit Thiago. C'est des acteurs qui sont révolutionnaires, qui ont été capables de tout jouer. J'ai envie de vous poser une question donc, dans le chat. Vraiment, hein. Pour vous, avec quel cinéaste il a été le meilleur? Si on devait dire, allez, Scorsese, Tarantino, Eastwood, Spielberg. Rien que ces quatre-là. Et on peut rajouter Cameron pour Titanic si vous voulez. Mais... avec quel... si vous devez l'associer avec un seul réalisateur. J'étais quand même un pitbull sur entraîné dans un chenil pour caniche Jordan Belfort. Bref, bien le bonsoir, les gens sont du retard avec le maestro Scorsese. Scorsese 1 et Tarantino en 2. Question très compliquée. Oui, parce que à chaque fois, c'est des rôles différents. À chaque fois, c'est des rôles différents. C'est vrai qu'Eastwood, on va avoir Edgar. Spielberg, arrête-moi si tu peux. Il a une telle classe dans ce film. Il a une telle élégance magnifique dans la manière de duper le monde qui est absolument énorme. Scortino, ouais, voilà, faudrait dire Scortino parce que Tarantino en 2 films, il lui a donné, putain, les lettres de noblesse de zinzin, quoi. Je veux dire, Tarantino, c'est celui qui a fait regarder à DiCaprio le cinéma en disant, tu es le cinéma d'aujourd'hui, je vais te faire regarder mon cinéma de l'époque par un personnage fictif. Là, tu fais, vas-y. Je trouve que t'as la même classe et la même élégance au quotidien. Enfin, ça c'est vrai. Non, c'est vrai, mais je pense que voilà, il faut que Scorsese me trouve. C'est le mec qui prend trop au sérieux les commentaires trop positifs de sa copine. Mais merci mon cœur, c'est un plaisir que je pourrais te partager, puisqu'effectivement, je pense que tu es mon élégance au quotidien. Si je suis l'élégance fait homme, je peux dire que si mon élégance existe, c'est parce que j'ai l'élégance féminine à mes côtés. Et elle s'appelle Léa Vercoutre, Léa Artworks, voilà, je vous le dis. Mais non, ce mec est absolument énorme. Ce mec est absolument énorme et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se dégage derrière de la manière dont il va réussir à se sublimer selon ses réalisateurs. Léa, c'est Miss Science. Effectivement, ouais, c'est Miss Science, c'est Madame Artworks. C'est ma Padmé, comme je l'appelle très régulièrement, notamment quand je la fais venir du côté de Royan, où on peut se délecter de certaines phrases comme « J'aime pas le sable, il est grossier et vulgaire », à chaque fois que je l'emmène à la plage, en hommage justement à l'attaque des clones et à ce bon vieux Anakin Skywalker, qui, je le rappelle, fait quand même des regards très 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 compliqués à Padmé pendant les 3 quarts du film, il faut le dire. Hein. Les regards d'Anakin sur Padmé, on est vraiment sur... sur des regards pas très coubertins, hein, je te le dis. Certains ont des aventures, tu es une aventure. Mais non, ouais, pour revenir sur le sujet, c'est vrai que DiCaprio, il a cette méthodologie d'être capable de performer selon le style du réalisateur. Tarantino lui donne des choses qu'il n'a jamais faites avant, et Tarantino lui donne l'opportunité d'être le cinéma. Et rien que pour ça, je trouve que Tarantino, il a fait un truc absolument extraordinaire. Maintenant, derrière, Scorsese. Combien de films avec Scorsese ? Quelqu'un peut me le dire dans le chat? Est-ce qu'on peut faire le listing des Scorsese avec DiCaprio? Parce qu'il doit y en avoir 5 ou 6 quand même. Hein. Il y en a beaucoup. DiCaprio qui a été pris avec Nolan aussi. Ça, il faut le dire, mais DiCaprio, c'est du Nolan aussi. Don't Look Up. Don't Look Up, l'un des derniers films qu'il a fait. Est-ce d'ailleurs le dernier film de DiCaprio à l'heure actuelle? J'ai un doute. Mais Don't Look Up, il est formidable là-dedans. Parce que pareil, il y a une espèce de descente aux enfers d'un scientifique, en fait, qui essaie de sauver le monde, qui va être un peu englobé par le système, par la médiatisation et par tout ce que le film réfute, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire l'être humain global et les réseaux actuels et la manière dont l'être humain évolue, ce qui est une... je pense que Don't Look Up, très honnêtement, c'est l'un de mes films préférés des dernières années, dans l'œil avec lequel on va montrer tout excusez-moi, hein, mais toute la merde, en fait, qui est en train de devenir l'être humain. C'est con, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, l'être humain est dans une phase critique où on est en train de s'auto-détruire artistiquement, culturellement, via les réseaux sociaux, la politique, la gestion de soi, le libre-échange, toutes ces choses-là. Et en fait, Don't Look Up le montre tellement dans
dans la manière dont on s'écoute plus, on ne se croit plus, tout est buzz, tout est réseau, tout est vraiment le chaos total, quoi, jusqu'à la fin d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça absolument énorme, là, l'autocritique de la population, malheureusement, des réseaux, de l'Amérique, de tout. Et DiCaprio l'incarne hyper bien, parce qu'il réussit à revenir sur de bons rails à la fin, mais tu sens qu'à un moment donné, il a une phase très dure dans le film, où il embrasse un petit peu ça, et c'est assez ressemblant de l'ère du temps actuel, où on est dans un monde cataclysmique, où la satire est drôle et touchante, effectivement, mais où la satire, malheureusement, est réelle. Et c'est très triste, mais je pense que c'est la fin, en fait. Je pense pas qu'on se sortira de ça. Je pense que on devrait, au lieu, c'est triste à dire, et c'est la première fois, je crois, que je vais dire cette phrase, au lieu de vouloir voir l'avenir et de se satisfaire de ce qu'on pourra faire plus tard, je pense qu'il faudrait en fait vraiment qu'on apprécie le temps présent. Parce que plus tard, ça va être dégueulasse, les gars. Vraiment. Pour le monde, pour l'environnement, pour la planète, pour le futur de nos générations, pour notre propre culture intellectuelle, pour notre propre savoir-vivre ensemble. J'ai pas envie d'être là dans 100 ans. Alors que pourtant, je suis quelqu'un qui me disait... je sais pas si Sama t'es encore là dans le chat, même, je peux même penser à Léa, parce que Léa aime beaucoup l'astronomie, etc., tout ce qui va être essayer de voir au-delà de ce que peut être la Terre. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, que j'adore. Voir l'espace, etc., la vie au-delà de l'espace, enfin, c'est des choses... Dans 200, 300, 400 ans, j'aimerais être encore vivant pour voir les progrès qu'on a fait là-dessus. Et pour voir les progrès qu'on a fait, et pour voir un petit peu l'évolution de la planète, et pour voir jusqu'où on a été capable d'aller, pour aller au-delà dans l'espace, parce que c'est un monde qui est absolument incroyable. Mais au final, si c'est pour foutre le bordel encore plus loin que la Terre, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et moi qui ai toujours dit que j'aurais adoré vivre dans 200, 300, 400 ans pour voir ça, en fait, je me rends compte que j'aurais préféré être né il y a... Tu vois, genre avoir mon âge il y a 30 ans. Genre être né dans les années 60 et avoir 30 piges dans les années 90. Parce que je suis pas convaincu que la Terre ait un avenir extraordinaire. Sur le fond comme sur la forme, à cause de l'être humain, hein, bien sûr. Mais il y a des trucs qui me terrifient, où je suis assez proche d'ailleurs de DiCaprio de plus en plus, sur les points de vue environnementaux, sur la défense des animaux, sur toutes ces choses-là, où on est en train de détruire la Terre alors que c'est... probablement ce qui va être plus beau, et où l'être humain est peut-être le pire qui soit arrivé à la planète, finalement. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, Don't Look Up le montre très bien, et DiCaprio le montre d'autant plus, avec Jennifer Lawrence, que je trouve absolument extraordinaire. Je suis pas objectif, parce que j'adore Jennifer Lawrence. Je trouve que c'est une actrice incroyable, qui est tellement sous-cotée. En fait, Jennifer Lawrence, tout le monde lui en met plein la gueule, je sais même pas trop vous dire pourquoi. Parce que la personne est détestable en soi, visiblement, chose que je ne trouve pas particulièrement. Mais je trouve que c'est une actrice qui est brillante. Il suffit de voir Mother pour se dire « Ah ouais, la claque de zinzin ». Don't Look Up, elle est super aussi. C'est Moi, Tonya, où elle est géniale, je crois. Voilà, de Jennifer Lawrence, c'est une très bonne actrice, c'est une très bonne comédienne, qui s'en prend plein la gueule pour pas un rond. Enfin, quand tu vois Shia LaBeouf, pareil, pour juste son talent d'acteur qui s'en prend plein la gueule, alors que malheureusement... lui, il y a des faits humains où il pourrait s'en prendre plein la tronche, mais l'acteur est très bon. Enfin bon, ça c'est pareil. Mais non, oui, c'est intéressant de voir la carrière de DiCaprio, et pour vous, beaucoup ont répondu à Martin Scorsese. C'est vrai que ce qu'il a fait avec Martin Scorsese, c'est superbe. Parce qu'elle a délaissé l'acting dans les derniers X-Men, notamment, j'ai l'impression. Ah oui, je pense que Jennifer Lawrence, honnêtement, les blockbusters et les films comme ça, il se pourrait qu'elle en fasse peut-être encore un ou deux prochainement. Là, je crois qu'elle va faire une comédie qui a l'air totalement con, mais... Bon, d'un autre côté, ça se trouve, ça nous fera un peu comme le film The Boyfriend, qui était pas désagréable, avec Bryan Cranston et James Franco, genre de comédie un peu à l'américaine, qui finalement sont pas si mal une fois que tu les as vus, même si là, ça a l'air très 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 con, hein. Le dernier film de Jennifer Lawrence, là, où elle incarne juste une nana, je crois qu'il doit dépuceler un jeune. Genre, tu regardes le trailer, tu te dis, c'est tout, c'est juste ça l'histoire. Ça, en fait, t'es une trentenaire, quarantenaire qui parle avec un pote, et en fait, son pote a un fils, et ton objectif, c'est de le dépuceler. Je suis pas sûr que c'est là qu'elle va se refaire une carrière d'anthologie. Moi, je suis pas sûr d'aller le regarder non plus pour autant. Mais enfin bon, voilà, tous les acteurs font. Robert De Niro, on a fait des milliers aussi. Mon beau-père et moi, ou je sais plus trop quoi, des films dans ce genre-là. Il y en a des bons, des moins bons. Il y a des très bonnes comédies américaines. Est-ce que DiCaprio en a fait? Question intéressante. Est-ce que DiCaprio, vous avez le souvenir de comédie avec lui?
Attrape-moi si tu peux pourrait être une sorte de comédie, même si bon, il y a des passages drôles, mais c'est pas voulu comme une comédie. Est-ce que Leonardo DiCaprio a foncièrement joué des comédies? On peut rire devant le Loup de Wall Street, mais c'est pas une comédie non plus. C'est drôle, mais c'est pas une comédie non plus. Mon beau-père et moi, c'est bien, attention à ce que tu dis. Oui, c'est bien, non mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des comédies comme ça, où t'as des grands acteurs comme Robert De Niro qui y sont allés, ou qui sont des comédies qui sont de bonne facture. Comme The Boyfriend, avec Bryan Cranston et James Franco, moi je trouvais que l'alchimie entre les deux était bonne, moi ça m'a fait rire. Pas des grands films, mais c'est bien. Don't Look Up, Don't Look Up, c'est de l'humour vraiment à double tranchant, c'est de l'humour délicat. C'est drôle, mais moi, j'ai chialé mes grands morts sur la fin de Don't Look Up. Hein. Honnêtement, j'étais pas bien du tout sur la fin du film. T'as Loup de Wall Street, mais Loup de Wall Street, on peut pas le qualifier comme film humoristique, c'est pas une comédie. T'as Attrape-moi si tu peux, mais c'est pas une comédie. Il y a pas tant de films que ça. Il sait assez peu. Once Upon a Time et Django, il y a des dialogues acerbes qui sont drôles. Il s'est pas tant essayé que ça à la comédie, hein. Leonardo DiCaprio. Salut, tu devais pas arrêter... J'arrête YouTube, moi? Ben, je croyais que je devais reprendre Walking Dead. Ah non, 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 j'arrête pas du tout YouTube. Dans la semaine prochaine, il y a le... J'ai une vidéo de prévue sur le... Sur réaction au trailer de Dead City. Avec Negan. Ça arrivera normalement lundi ou mardi, là. Non, a priori. Je vais faire la réaction totale avec placement de produits, triple partenariat et puis rattrapage de toute la série Walking Dead, normalement. Normalement. Je vais faire un placement de produit pour des battes de baseball américaines. En hommage justement à Negan. J'ai un partenariat avec une firme de battes de baseball qui m'ont contacté pour justement pouvoir faire un placement de produit qui, à mon avis, devrait pas être piqué des verres. Et mercredi, critique à chaud de The Flash. Aussi. Ah bah là, on revient sur une vidéo par jour. Hein. Il va y avoir 3 vidéos Walking Dead. Après, il y aura 3 vidéos placement de produits NordVPN, avec des critiques à chaud. Que des films en plus que j'ai envie de voir. Hein. Je vais faire une vidéo critique internationale de Barbie aussi, parce que j'ai beaucoup envie d'en parler. Ça, c'est un film qui me passionne. Et puis on terminera très 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 tranquillement samedi, je pense, avec... Ouais, je pense une petite réaction au trailer de House of the Dragon saison 2, hein, qui n'est pas encore sorti, mais qui, je pense, sortira dans la semaine. Comédie à proprement parler, j'en ai pas souvenir, mais film à fort potentiel, comique, oui, Wall Street, arrête-moi. Oui, bah, il y en a plein. Il y en a plein. Mais vraiment, enfin, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. J'aimerais bien dans un autre domaine, parce que je pense que dans la comédie, il serait fort. Je vois que ça se fout de ma gueule, un peu. Mais bon, d'un autre côté, en même temps, je fais une vidéo où je dis j'arrête YouTube. Dans la vidéo, j'annonce tout ce que je vais faire en disant que c'est en décembre. Ah, s'il y a des gens qui sont pas foutus, en fait, de regarder la vidéo et puis simplement de juger à la couverture, je vais pas me casser les couilles pour répondre honnêtement, quoi. Enfin, je veux dire, suffit de cliquer sur la vidéo, de regarder 12 minutes, et 6 minutes si t'as décidé de le mettre en x2, je vais pas le prendre mal. Les publicités, de toute façon, seront quand même regardées, donc je me ferai de l'oseille. Donc je m'en fous un peu, je vais pas continuer à me battre pour des gens qui regardent pas les vidéos et puis qui font des jugements comme ça à l'emporte-pièce. Hein. Alors, à un moment donné, tu te prends la tête d'expliquer, je peux pas marquer littéralement à chaque fois en plein en gros sur les lives, ceci n'est pas la fin de ma chaîne avant décembre. Surtout que ça a été dit et redit 15 000 fois. Oui, non, enfin bon, c'est pas grave, ça c'est YouTube, hein. Il faut toujours dire tout 3000 fois, donc c'est pas la dernière fois que je leur dirai. Je vois pas un seul mauvais film avec DiCaprio. En vrai, des films avec DiCaprio, il y en a pas tant que ça, hein, de mauvais. Il y en a même, à part éventuellement L'Homme au masque de fer, qui est pas incroyable. C'est vrai que celui-là, il a été fait un peu, peut-être pour de mauvaises raisons. Puis tu vois que le casting, l'ensemble, c'est pas de la grande littérature. Je pense que c'est celui-là son vrai raté à DiCaprio. Le vrai raté, le vrai choix de carrière, mais qui, j'en revenais tout à l'heure, hein, mais le vrai choix de carrière un peu douteux, où en plus c'est très égomaniaque, et où c'est pas très intéressant, oui, je pense que c'est L'Homme au masque de fer. Maintenant, derrière, il y a des tas de films qui ont été, entre guillemets, des flops, ou que les gens ont assez peu apprécié, ou qui n'ont pas marché autant qu'il fallait, comme Blood Diamond, qui est pourtant un très bon film, comme La Plage, moi que j'aime beaucoup, La Plage, je suis un grand fan du film La Plage, alors que
Même son propre réalisateur ne veut plus en entendre parler. Gatsby, je crois qu'il n'a pas forcément été très très bien reçu, ou en tout cas aujourd'hui, on le met un petit peu dans les films un peu sous-cotés du cinéaste et de l'acteur, alors qu'il est très bon. Ouais, ça fait partie de la grande carrière de DiCaprio, où à un moment donné, il a tellement de rôles cultes que c'est parmi les acteurs, voilà, les comédiens, il y en a très peu qui n'ont quasi que des bons films à leur actif. Je veux dire, bon... il y en a pas beaucoup, en fait, des comédiens comme ça. Essayez de m'en trouver d'autres. Quels sont pour vous les comédiens qui n'ont pas de mauvais films dans leur carrière? Il y en a pas énormément, ou un giga flop, tu vois. Où là, tu te dis, ah ouais, putain, celui-là dans ta carrière, c'est un peu chaud. Tom Cruise n'a pas fait beaucoup de mauvais films. Brad Pitt n'a pas fait beaucoup de mauvais films. Ah, et le capitaine qui est là, Tom Cruise. Tom Cruise, c'est vrai qu'en plus, quand tu vois l'investissement, t'as toujours le Tom Cruise movie, quoi, où tu te dis, ah ouais, celui-là est quand même costaud. Johnny Depp, il y a quelques films, notamment sur la mauvaise passe de Tim Burton, où il y en a quelques-uns qui sont pas extraordinaires. Jake Gyllenhaal, il y a un ou deux films où voilà, tu te dis, bon, c'est pas fabuleux. Robert Downey Jr., moi j'ai envie de dire, dans ses choix de carrière intimistes, il a pas de mauvais rôle. Quand il va dans l'intime et dans le film d'auteur, Robert Downey Jr., c'est du haut standing. Après, il y a Marvel. Ah, et puis il y a Dr. Dolittle. Ça, bon, c'est peut-être le mauvais pas de Robert Downey Jr. Après, du côté de Marvel, le problème, c'est que il a été un grand Iron Man, mais pas toujours dans des grands films, notamment Homecoming. Tom Hanks, c'est vrai que globalement... Alors Tom Hanks, on pourrait peut-être se poser la question des Da Vinci Code, ce qui reste un petit peu le petit... voilà, et puis 2-3 films comme ça avec Tom Hanks qui sont pas forcément extraordinaires, parce que Tom Hanks, au fur et à mesure de sa carrière, notamment sur sa carrière récente, il y a eu parfois quelques loupés. Il y a eu la légende Tom Hanks pendant quelques temps où il a été stratosphérique avec très peu de mauvais films, et puis par la suite, c'est un peu tombé dans... En 2-3 films où tu sentais qu'il y croyait, mais malheureusement, c'était pas à la hauteur potentiellement des attentes. Will Smith est cool de façon générale avec des flops. Ah bah Will Smith, il y a eu beaucoup de flops. Ah bah Will Smith, pour le coup, lui, c'est le contraire. Will Smith, c'est une carrière en or et puis une longue traversée du désert. Parce que After Earth, même Aladdin, où sa performance est bonne, mais le film n'a aucun intérêt. Le Lego Trip comment il s'appelait déjà ce film-là, où il a une sorte d'alter ego en image de synthèse qui était censé être un truc extraordinaire. C'était Ang Lee, je crois, qui avait fait ça, je me souviens plus, où c'était censé être un film absolument monstrueux et révolutionnaire pour les effets spéciaux, qui au final n'avait aucun intérêt filmique. Donc ça, c'est vrai que c'était un gros flop pour lui aussi. Jamie Dimon, voilà, c'est ça, merci. Voilà, c'est vrai que c'était pas glorieux. Il y en a très peu, hein, des acteurs qui ont une carrière, voilà, riche de A à Z. Par contre, ouais, c'est vrai que DiCaprio, comme Brad Pitt, comme Tom Cruise, comme des comédiens comme ça, c'est du sans faute. Ah, c'est du sans faute. Nathalie Portman, c'est un sans faute. Nathalie Portman, tu commences avec Mars Attack, Léon peut-être même avant Mars Attack. Léon, Mars Attack, Star Wars. T'enchaînes avec Black Swan, et puis derrière, t'as des rôles quand même vachement plus difficiles comme Annihilation. Ça, c'est fort. Brad Pitt, il y a Benjamin Button quand même. Ah oui, non mais Brad Pitt, il a une carrière qui est phénoménale, mais même Babel. Brad Pitt, tu le vois dans... Ah si, il y a un film avec Brad Pitt qui est pas bon. Mais c'est pas de la faute de Brad Pitt, c'est... Cartel, de Ridley Scott. Ou alors là, tu sens que c'est du Ridley Scott qui se cherche un peu, qui est pas du tout phénoménal. V pour Vendetta, Jade Gatogun, qui est horriblement sous-coté. Mais Cartel, c'est pas fabuleux. Mais Brad Pitt est très bon là-dedans. Et Brad Pitt, c'est vrai qu'il a une carrière. Tu peux même pas dire à un moment donné que c'est une faute de parcours. D'ailleurs, quand tu t'appelles Brad Pitt et que tu fais Cartel, c'est pas une faute de parcours. Voilà, c'est un film qui est moins bon que les autres, qui est pas extraordinaire, mais où à un moment donné, le mec gravite à un sommet, voilà, où il peut se permettre. Tu places pas Denzel Washington dans les quasi sans faute? Si. Après, Denzel Washington, moi je l'aime beaucoup dans le début et la moitié de sa carrière, beaucoup moins maintenant. Alors, Denzel Washington, aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que c'est Equalizer 1, 2, 3, 12, 27. C'était bien au début, mais il s'est cantonné un peu à ce registre. Pour moi, le Denzel Washington Prime, je vous laisse deviner quel rôle c'est. Je suis sûr, Léa, que tu vas trouver. Je vous donne deux options.
Pour moi, Denzel Washington... Ah, trois. Il y a 3 films pour moi où Denzel Washington, c'est son prime. Genre en mode, j'aurais rêvé de le voir comme ça à gogo. Il y en a 3. Et Léa, je suis sûr que tu peux trouver celui qui me plaît le plus. Benjamin Button, c'est pas bon non plus. Ah, moi, Benjamin Button, j'ai adoré. Ah, Benjamin Button, moi, je trouve ça extraordinaire. Ah, c'est un film incroyable pour moi. Et il a toujours pas été cité, hein. Il a tout... Ah, si, ça y est, il a été cité. Non, ouais, c'est Philadelphia. Philadelphia, c'est... Philadelphia avec Denzel, c'est extraordinaire. Philadelphia, He Got Game et Training Day. Parce que le scénario est absolument formidable. Ces 3 films, ah, t'as Man on Fire, t'en as plein, hein, mais ces 3 films-là, c'est les 3 de Denzel où je me dis waouh, tu vois, genre waouh, t'es sur un truc énorme. Le premier Equalizer, j'avais bien aimé, mais le problème, c'est que je trouve que ça a été un peu cantonné toujours au même registre. Disons que Denzel Washington est un excellent comédien, charisme, et puis pour le genre, Malcolm X, etc. Il a une carrière qui est énorme et diverse, mais qui se diversifie de moins en moins. Leonardo DiCaprio, l'avantage, comme des Tom Cruise ou des Brad Pitt, c'est que ça se diversifie toujours. Un acteur comme Tom Cruise, par exemple, il s'est diversifié. Tu peux pas dire que Tom Cruise, il a été le meilleur. Quand tu vois Eyes Wide Shut, quand tu vois Entretien avec un vampire, quand tu vois La Guerre des mondes, quand tu vois Mission Impossible, quand tu vois Oblivion, quand tu vois Dédicace à la femme de ma vie, Tonnerre sous les tropiques. Ici, Les Grossman, t'es qui? Ah ouais, t'es flamboyant, tête de fion. Je veux dire, ce mec, voilà, Tom Cruise, il a tenté tout ce qui est possible et imaginable. Tout ce qui est possible et imaginable, Tom Cruise. Leonardo DiCaprio a tenté tout ce qui est possible et imaginable. Brad Pitt, quand tu le vois dans Babel, quand tu le vois dans Once Upon a Time, quand tu le vois dans 3, quand tu le vois dans... Bah, il est dans Entretien avec un vampire aussi, je crois. Quand tu le vois dans tous ces films-là, c'est fabuleux. Et Leonardo DiCaprio, c'est pareil, parce que quand tu le regardes dans Shutter Island, c'est pas du tout le même que dans Django, qui n'était pas le même que dans Titanic, qui n'était pas le même que dans Aviator, qui est pas du tout le même que dans Gangs of New York, qui n'est pas du tout le même que dans La Plage, qui n'est pas du tout le même que dans Gilbert Grape, qui n'est pas voilà, dans un autre style derrière, c'est énorme. Très bizarre de dire dédicace à la femme de ma vie, j'avoue. Tu sais, les 2 phrases qui sont mis côte à côte et qui sont en mode. Alors, je me doute que c'était mignon, mais je pense que tu t'y es mal pris, frérot. Ouais, non, exact. J'aurais pu choisir. Enfin, d'un autre côté, je pense pas qu'il y avait une autre phrase citée par Tom Cruise que j'aurais pu citer dans ce film-là pour mettre après dédicace à la femme de ma vie. Mais, mais Tom Cruise est énorme. Ça fait pour moi partie des acteurs caméléons qui ont été capables de tout faire. Voilà, qui ont été capables de tout tenter. Comme en France, on a Depardieu, on a Cassel, on a Jean Reno. On a dans les nouveaux, j'aime beaucoup ce que fait Jack Gyllenhaal. On a Christian Bale dans la génération un peu après. On a Christian Bale, on a Jack Gyllenhaal. Je pense que Christian Bale a une carrière supérieure à celle de Jack Gyllenhaal, mais j'aime beaucoup Jack Gyllenhaal. On a Jean Dujardin qui a littéralement tout fait dans sa carrière. Littéralement tout fait. Et dans les générations d'avant, des mecs qui ont été capables de tout jouer, avoir une carrière XXL, on a Pacino, De Niro. Parce qu'on peut aussi parler de Schwarzy et de Stallone, mais c'est souvent les mêmes rôles. Voilà, c'est souvent voilà, ils sont souvent dans le même registre. Même si je pense que Stallone a plus de cartes à son actif. Je fais partie des gens qui considèrent que Sylvester Stallone est un meilleur comédien que Schwarzenegger, parce que Stallone est un écrivain, c'est un scénariste, et lui, il est capable d'aller dans le drame. Dans les derniers Rookies, tu souris plus. Dans Creed, tu souris plus. T'es plus genre Expandables, t'es vraiment dans un truc où il y a de la narration et du drame derrière. Schwarzenegger, bon... Tu flambes pas derrière la narration hors norme de Predator ou de Conan le Barbare. C'est très bien ce qu'il a fait dans Conan le Barbare et dans Predator et dans Terminator, mais ça tient plus à sa performance d'acteur et à un scénario léché qu'à une volonté de sa part à lui d'aller faire quelque chose de différent. Ce qui a été intéressant avec Schwarzenegger, c'est qu'il a été capable d'aller dans l'humour, lui. La course aux jouets, c'est génial. Et dans l'humour, il est très bon. Là où Stallone en a fait beaucoup moins.
Charlie Chaplin, tu mets dans la liste. Ah bah ouais, oui, mais alors après, ça c'est oui, c'est beaucoup plus vieux. Charlie Chaplin, oui, tu peux le mettre dans la liste des mecs. Mais je sais même pas si c'est du troll, parce que là, t'es en train de parler de John Ford. En vrai, moi, j'aime. Alors, j'aime bien le style de John Ford, le western familial avec le sentiment de famille et les grands décors, les grands horizons. J'aime beaucoup John Ford. Je suis plus western spaghetti, je suis plus Sergio Leone. Fait que tu l'es pris premier degré. Ah ouais, non, mais vraiment, mais parce qu'en fait, j'en sais rien. Genre, je sais quand on parle de cinéma, comme la plupart du temps, on est sur la même longueur d'onde. Je sais pas si des fois, c'est genre en mode tu vas troll ou si parce que t'aimes bien pour de vrai. Parce que normalement, littéralement tout le temps, on a les mêmes avis sur quasi tout. Donc bon. Moi, John Ford, en vrai de vrai, John Ford, j'aime beaucoup. Je suis plus western spaghetti à la Léon, mais John Ford, il a une carrière qui se retrouve aujourd'hui dans le western moderne qui est superbe. Charlie Chaplin, c'est comme Buster Keaton. Moi, c'est des mecs que je kiffe de ouf. Ça vient au fait que quand j'étais petit et quand on allait au cinéma en primaire, on allait voir des films d'eux. On allait voir Jacques Tati, on allait voir Charlie Chaplin et Buster Keaton. Et forcément, bah, c'est cool. C'est cool. Parce que bah, tu grandis avec ça et ça te fait une petite expérience filmique quand t'es gamin. Et je faisais partie des rares gamins qui étaient contents d'aller voir ça. Ce qui a participé au fait que j'avais très peu d'amis enfants, notamment. Parce que moi, j'aimais bien, en fait, les sorties comme ça, aller voir des tatis, des trucs et tout. Et bah, les gamins de mon âge, ils étaient en mode, ouais, vas-y, nique sa mère, nous, on veut voir les films d'aujourd'hui, tu vois. Sauf que, bah, je trouvais... Enfin, ils disaient pas nique sa mère, parce qu'on était en primaire, mais je trouvais ça fun. Bon, on allait voir Le Monde de Nemo aussi, hein, mais Le Monde de Nemo, c'est super. Mais je vais mourir, c'est encore trop triste. Non, parce que moi, ça m'a fait ma cinématographie, donc en vrai, je m'en fous, quoi. Genre, tant pis pour eux, tu vois. Moi, je sais que j'ai kiffé à fond, hein, vivre ces moments-là. Là, pour le coup, c'était pas dit en manière triste du tout. Mais non, ouais, DiCaprio, c'est vrai qu'il a ce registre de l'acteur caméléon qui a été capable de tout faire. Sa performance dans The Revenant, je le rappelle, mais il dit pas un mot, quoi. Tout passe par le regard, l'attitude, le regard caméra de fin de séance, c'est prodigieux. Alors, c'est filmé par Inarritu aussi, hein, donc forcément, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. T'as la cinématographie qui va derrière. Mais c'est énorme. Le loup de Wall Street, quand il dit qu'il partira pas et qu'il pète complètement un câble, etc., dans cette scène qui est hors norme, là, t'es là, tu te dis, putain, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Le passage, mais alors là, c'est du grand Mendes, hein, je suis désolé, mais... Quelle est, selon vous, la meilleure scène de DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood? On va voir si on a la même. Moi, dans Once Upon a Time in Hollywood, tu me parles de DiCaprio, il n'y a qu'une scène que je vois. Il y en a 2 ou 3 aussi quand il est en train de jouer. Son personnage qui joue face caméra, notamment quand il perd ses trous de mémoire, quand il a la gamine sur lui, et que le mec il pète un câble et tout, là il est transcendé. Mais bah voilà, Florian il l'a eu direct, c'est le regard caméra avec le miroir. T'es en train de filmer la scène où t'arrives à dire à DiCaprio d'être devant un miroir, et le miroir est reflété sur la caméra qui fait un regard caméra de lui qui se dit qu'il faut qu'il se donne à fond en parlant. Putain. Là, t'es là, frère, mais oh. Déjà, il faut avoir l'idée, mais la réussite de ce plan. Et DiCaprio, il est monumental là-dedans. Alors forcément, derrière, tu te dis que la scène, elle est hors norme. Il y a la cinématographie qui va derrière. Quand t'es sur Gangs of New York, je crois que c'est Ridley Scott, t'as la cinématographie qui va derrière. Aviator, t'as Scorsese, t'as la cinématographie qui va derrière. Shutter Island, c'est pareil, les trucs comme ça, tu te dis, putain, c'est costaud. C'est Les Infiltrés, où il est jeune en plus encore à cette époque-là, et le rôle est assez atypique pour lui. C'est phénoménal. Mais tu te dis, putain, enfin, quel acteur quand même d'être capable toujours d'aller là-dedans et d'être dans des registres où, voilà, le Loup de Wall Street, The Revenant, Once Upon a Time, Django, les 4 masterclass, qui sont totalement différents. Puis le pire, c'est qu'il est différent dans ses propres films. Parce que quand t'arrives sur le Loup de Wall Street, il est pas du tout le même au début et à la fin. T'as une ascension vers la folie, ça doit être tellement dur à jouer. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. La difficulté pour un comédien de jouer ça. D'être transcendé par un rôle au point de jouer un truc comme ça. Et que, ça m'étonne pas qu'il y en ait qui pètent des plombs. The Revenant. The Revenant, il en a parlé du tournage difficile où le mec, il était sous moins 1 milliard de degrés avec des trucs comme ça pour incarner, voilà, exactement, Xavier, mais incarner le personnage autant. Et Gilbert Grape, quand il était gosse, mais ouais, c'est pareil, il était jeune, c'était déjà hors norme. Basketball Diaries,
La plage, Titanic, enfin, quand il était jeune, c'est pareil, hein. C'est pour incarner ça et puis supporter ces tournages-là. Moi, là, pour le coup, c'est surtout The Revenant et Le Loup de Wall Street, c'est énorme. Sa plus grande scène all time, ça c'est dur. Quel est pour vous la... Oh là, alors déjà, citer le plus grand film de DiCaprio, c'est dur. Mais alors, va citer sa plus grande scène. Quelle est pour vous la plus grande scène all time de DiCaprio? Roméo plus Juliette, c'est un bon film aussi, ouais. On a considéré que c'était un film pour midinette, mais c'est vraiment très bien, hein. Je suis le roi du monde. Ah, mais parce que tu vois, spontanément, moi je pensais même pas du tout à Titanic. Mais mais il y en a tellement, c'est impossible. C'est impossible de citer. C'est impossible de citer, parce que ouais, on pourrait se dire spontanément Woodloot Wall Street, mais bon, derrière, ce serait annihiler les scènes de The Revenant. T'as le monologue de Django. Eh, le monologue de Django, quand il parle des trois petites bosses là et tout, t'es là, tu fais waouh. Le mec, il s'ouvre la main, il continue à jouer, il en a rien à foutre. T'es là, putain. C'est trop fort. C'est trop fort. Après, il est bien aidé parce qu'il y a des scènes aussi. Je voyais le message de Léa, mais Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, il est formidable. Mais Brad Pitt vole la vedette à DiCaprio. DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, il est énorme. Mais je pense que Brad Pitt est encore meilleur. Et Brad Pitt lui vole la vedette parce qu'il y a toute l'empathie qui va avec. Il y a l'empathie, il y a le charme, il y a l'élégance, il y a Cliff Booth, il y a ce côté dandy magnifique, tu vois, l'éternel second couteau en fait, le outlaw, l'outsider légendaire dont on parle pas, mais attends, la scène quand il est contre Bruce Lee. Alors il y a eu des polémiques, hein, mais honnêtement, moi des polémiques j'en vois pas parce que je pense qu'il rend hommage à sa manière, Tarantino quand même à Bruce Lee. Mais là, cette scène-là, elle est folle dingue. Et en fait, il y a une telle alchimie entre les deux. La phrase il y a une phrase qui est dite en comment en voix off de Kurt Russell où t'as Kurt Russell qui dit quand t'es un peu plus qu'un meilleur ami et que t'es juste en dessous d'une amante, bah, ça donne la relation entre les deux, tu vois. C'est genre, t'es pas tout à fait sa femme, mais t'es plus que son meilleur pote. Et je trouve cette phrase-là énorme parce qu'en fait, c'est tellement Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Quand tu les vois d'ailleurs, quand et Pitt et DiCaprio récupèrent leurs Oscars ou leurs Golden Globe, surtout Brad Pitt justement, là, quand il récupère Golden Globe et Oscar pour son rôle, bah, il fait toujours des vannes pour DiCaprio en mode vas-y, les meilleurs barbecues c'était chez toi, il y avait de la place sur le radeau, franchement putain à ta place, moi j'aurais pété un plomb. Enfin c'est drôle, tu vois, tu sens qu'il s'apprécie énormément. Titanic qui brasse un public très large quand il sauve Rose. Ah, Titanic, il y en a des grosses séquences aussi, hein. Quelle est la plus belle séquence Quelle est la plus belle séquence pour vous de Titanic? Titanic, t'en as des belles aussi, hein. Honnêtement, on peut dire qu'ils sont comme Marco et Polo. Ils sont comme cul et chemise. Ils sont comme Marco et Polo. Il y a Marco, ouais, ouais. Et moi j'aime bien la scène où il y a un crocodile aussi. Comme ça fait Marco Polo Lacoste. Celle-là, elle sortait très loin. Je pense que je la couperai au montage. Si le live est pas là demain, c'est que j'ai coupé cette vanne au montage. Ça, elle est très dure. Parce que c'est la fatigue. Je suis le roi du monde. Mais c'est toi qui as commencé aussi, Léa. Marco Polo, moi j'étais obligé. Le repas avec la première classe. Il y a quand ils essaient de sauver les gamines aussi, là. Il y a tous ces trucs-là où c'est costaud. Le moment où ils sont sur le point de tomber aussi, là, dans les dernières minutes avant que le Titanic coule complètement. Cette scène-là est très forte. Visuellement, est très costaud. T'as la scène de la danse. Ouais, non, il y en a qui sont quand même énormes, hein. Après, bon, moi, ma scène culte dans Titanic, celle qui à chaque fois je peux pas, c'est quand les musiciens jouent. Pas forcément pour les musiciens, parce que très honnêtement, les musiciens, ça m'a toujours fait marrer, moi, qu'ils se mettent à jouer jusqu'à la fin. Tu te dis, putain, vous en avez eu du temps à perdre. C'est pendant cette scène-là où t'as la maman qui raconte des contes à ses enfants et les vieux qui se font un dernier câlin quand l'eau monte. Ça, pour moi, c'est horrible. C'est genre vraiment ça, c'est... Oh là 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 là. Puis les mecs qui attendent la mort, en fait. Tu sais, t'as une autre scène dans Titanic où t'as
un vieux briscard, un espèce de vieux dandy qui se prend un doigt de brandy, tu vois, et puis qui est assis sur sa chaise, et en fait, il y a son bras droit, enfin son second qui est tout jeune, qui est avec lui. Et au début, le mec, il s'assoit, et puis t'as le petit jeune, il a envie de s'en sortir, et il dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, non, mais t'inquiète pas, moi c'est bon, je vais attendre la mort, y a pas de souci, apporte-moi un brandy, on va mourir de manière élégante. Et en fait, il prend son brandy et tout, tranquille, l'eau elle monte, et puis t'as le petit jeune à côté, il est là, il fait, putain, non mais mec, fais quelque chose. Et je crois que ce mec-là, déjà cette scène-là, elle est forte, mais il y a la scène où on le revoit, qui doit être dans les 2-3 plans dont je vous parlais actuellement, où là, il se rend compte, le dandy, que l'eau monte. Et je me souviens d'un gros plan où il voit l'eau monter, et là, tu sens que ça y est, il voit la mort arriver. Et moi, qui ai peur de la mort, dans le sens où j'ai peur de comment ça va arriver, je pense avoir vaincu ma peur de la peur de mourir et de ne plus avoir vécu suffisamment de choses que j'avais envie de vivre avant de mourir. Je pense que la peur de mourir en tant que telle, je l'ai peut-être passée. Mais la peur de comment je vais mourir, c'est horrible. Parce qu'on sait pas comment on va mourir. Et je pense qu'il y a rien de pire qu'en fait de se voir mourir. Genre, mourir d'une balle dans la tête d'un coup, tu te dis, bon bah voilà, tu t'en es pas rendu compte, au revoir, merci. Mais le moment qui précède la mort, où tu sais que tu vas mourir, là on est passé dans la phase joyeuse du live, hein. Vraiment, là c'est genre, il faut mettre la musique des violons là. Mais le moment où tu sais que tu vas mourir, et ce passage-là où tu le vois, le regard en mode, ah ça y est, je viens de comprendre, là c'est dur. Le capitaine qui veut pas abandonner son navire, machin, bon, où était... Voilà, alors là tu te dis le Titanic, où était le Gondor, hein, quand le Titanic a sombré. Lui, le capitaine, je m'en fous un peu, c'est celui qui a construit le bateau, ou l'architecte du bateau, qui remet l'aiguille à sa place. Celle-là, elle est dure aussi. Celle-là, ce passage, ce moment-là est relativement dur. Parce que lui, tu l'imagines qu'il va crever, mais il remet la pendule et tout, puis après ça part. Enfin ouais, l'attente de la mort, en plus de tous les mecs qui sont bloqués dans les cabines en bas et puis qui voient l'eau arriver. Alors ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Et il y a la même scène, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le film En pleine tempête avec George Clooney et Mark Wahlberg et William Fichtner? Et il y a plein d'acteurs connus là-dedans, il y en a plein, hein, une plâtrée d'acteurs connus sur le bateau. En pleine tempête, c'est l'histoire de marins-pêcheurs qui affrontent une tempête. Voilà. C'est d'où le nom, hein, En pleine tempête. C'est le mec qui a vraiment envie de se casser les couilles avec le scénario. Voilà, c'est l'histoire de mec, et je crois que c'est basé d'une histoire vraie en plus. Et bah, ils meurent tous, et en fait, à la fin du film, le bateau se retourne, et bah, c'est basé d'une histoire vraie, donc c'est pas un spoil, hein. Et en fait, le bateau se retourne, et bah, y a que Mark Wahlberg qui arrive à s'en sortir, mais enfin, il meurt dans les flots, parce que de toute façon, c'est absolument horrible ce qui se passe. Tout le reste de l'équipage est bloqué dans la soute, et la mer monte, et puis ils meurent les uns après les autres, et t'as des plans assez lents là-dessus pour symboliser la peur de la mort, la peur de ces mecs-là qui sont, putain, voilà, ça y est, c'est fini. Et c'est ça qui me terrorise, moi. C'est ce laps de temps-là, qu'il soit d'une minute ou d'une heure, hein, parce qu'il y en a plein. Il y a, pareil, un film qui m'avait pas mal choqué là-dessus, c'était... comment il s'appelle Sing. Parce que ça c'est horrible. Mais si vous avez vu Sing de M. Night Shyamalan, t'as la scène où sa femme, je crois, elle est empalée, ou enfin, en gros, elle est empalée sur un arbre ou un truc comme ça, ou elle est entre une voiture et un arbre, je me souviens plus. Et cette scène-là, en fait, les policiers disent à Mel Gibson, ta femme est encore vivante, mais dès le moment où la voiture va être retirée, ou on va la retirer, elle va mourir instantanément. Parce qu'en fait, là, elle est maintenue en vie par le fait qu'elle est broyée, mais dès le moment, ce sera fini. T'imagines, tu te mets dans la tête de Mel Gibson? Alors, tu te mets dans la tête de la personne qui est broyée et qui sait qu'elle va finir par mourir. C'est dur, mais t'imagines dans la tête de Mel Gibson de se dire... Donc, en fait, là, t'es en train de me dire que... c'est la dernière fois que je parle à ma femme, que, genre, elle va mourir là maintenant, et qu'il va falloir que j'accepte ça. Enfin, genre, non, en fait, juste, bah non, non, j'ai pas envie. Non, tu fais un truc là, mais non, c'est mort. Et ça, c'est tellement dur à filmer. C'est tellement dur à filmer, de filmer la mort, ou l'attente de la mort, ou voilà, hein. C'est horrible. Donc, il faut savoir le jouer. Et puis, c'est vrai que DiCaprio, bah, dans Titanic, il est face à ça pendant un moment, quoi.
Quelle heure il est? 22h30, 1h15. Et bah écoutez, on a fait un bon petit live. On va se faire, allez, 5 minutes de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions sur des choses que vous voudriez que je traite sur la carrière de DiCaprio? Alors, on a moins, évidemment, d'analyse, comme on avait fait pour Jeffrey Dean Morgan. On a moins de questions d'analyse. Parce que là, bon, bah, c'est vraiment discuter d'une légende. Parce que, bah... sa carrière est faite. Donc là, on n'est pas en mode est-ce que c'est un roi sans couronne, qu'est-ce qui va l'attendre par la suite, qu'est-ce que voilà. Si, peut-être qu'à un moment donné, on pourrait se poser la question, est-ce qu'un jour on le verra dans de l'humour pur, dans une comédie pure? Mais d'un autre côté, il a fait tellement de films où il a montré qu'il était capable aussi d'être drôle, d'être décalé. Bon. Le vois-tu jouer un jour dans une franchise? Il a jamais fait de franchise, DiCaprio? Putain, il a jamais fait de franchise, DiCaprio. Ah bah alors pour le coup, ça doit être le seul, non? Tom Cruise en a fait, Brad Pitt. J'ai pas le souvenir non plus. Il a jamais fait de franchise, DiCaprio. Oui, c'est un mec qui sélectionne beaucoup ses rôles, hein. Ça fait partie de ces acteurs qui sélectionnent leur rôle sur le volet, hein. Ils sont pas sur voilà, de l'envie pure d'aller dans tel ou tel délire pour la thune ou des trucs comme ça, hein. Il a refusé Anakin, je crois, effectivement. Il avait été pressenti pour jouer Anakin Skywalker, il a dit non. Et qui sait ce que ça aurait donné s'il l'avait joué, il aurait peut-être pas eu le même. Les Ocean. Brad Pitt, il est dans les Ocean's 11? Ah oui, exact. Brad Pitt est avec Clooney et sa bande de potes. Moi, j'ai souvent le souvenir de Matt Damon, mais oui, il a fait les Ocean. Donc Brad Pitt a fait une franchise. Et donc DiCaprio n'en a jamais fait. Ah ouais. Bah, DiCaprio... Le seul moyen qu'il fasse un truc style franchise ou film de genre, ça aurait été qu'il fasse comme Joker, parce que c'est Scorsese qui est derrière, et que forcément ça amène peut-être à un deuxième. Un peu comme un Joaquin Phoenix. Mais moi je le vois pas du tout dans une franchise. J'aurais du mal à imaginer DiCaprio dans un Marvel. Maintenant, on a eu Christian Bale dans un Marvel. Moi, j'y croyais pas du tout. À Christian Bale dans un Marvel, j'étais en mode bonjour, non, c'est impossible. Pourtant, il l'a fait. Parce qu'il a compris qu'il était dans un grand film, Thor Love and Thunder. Nos rages de son réussissage, personne n'est d'accord avec moi, je m'en fous. Thor Love and Thunder est un bon film. Mais ouais, moi, si je voyais DiCaprio, ce serait plus dans un DC. Mais alors là, repris par James Gunn, à mon avis, non. Maintenant, dans une franchise, est-ce qu'il a fait des films là, maintenant, qui pourraient avoir une suite? Est-ce que là, actuellement, DiCaprio a fait des films où on pourrait se dire, tiens, il pourrait y avoir une suite? Je crois pas, hein. Même en allant chercher très loin. Si tu devais déjeuner avec quelqu'un, plutôt DiCaprio ou Berntal? Oh, Berntal quand même. Berntal quand même. Même si là, en ce moment, moi, j'ai juste envie de discuter avec toute l'équipe des Denver Nuggets, c'est Michael Malone. Genre, là, si je devais discuter avec des gens aujourd'hui, même Jeff Green, hein, même DeAndre Jordan s'il faut, hein, genre, tout. DiCaprio dans un film d'horreur, ce serait intéressant. Il y a des genres qu'il n'a pas fait. Il y a des registres qu'il n'a pas fait. Effectivement, le registre de l'horreur, il l'a pas fait. Le style, des styles dans ce domaine-là, effectivement, il l'a pas fait. Alors, est-ce qu'il va oser José, à un moment donné, est-ce qu'il va oser... Oh, cette blague-là, elle est pas ouf non plus. Hein. Parce qu'elle est spontanée, c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle est spontanée, quoi. C'est même moi, je rigole après tellement c'est nul, mais pour vous dire à quel point c'est nul, c'est que j'y rigole même pas pendant. Normalement, je devrais être content de la vanne, mais là, ouais, c'est pas possible. Non, ouais, bloquez-moi. Mais il va oser José. Parce que je revois la vieille tête de... Comment il s'appelle déjà, lui? De Jonathan Cohen, qui dit « T'as osé, José ?» T'es hype pour Killer of Flower? Ouais, bah de ouf. Ah bah ouais. Puis c'est le retour des grands, là. Le retour martial, hein. Mais oui, ça va être incroyable. Mais non, effectivement, ouais, il a pas fait énormément il est pas allé dans l'horreur, il est pas allé dans la comédie. Est-il allé dans la science-fiction? Oui, avec Don't Look Up. Et encore, c'est pas vraiment de la SF, mais ça peut être un peu comptabilisé comme de la SF. Jamais je n'oublierai. Jamais je n'oublierai, sache-le. Il a démarré avec Critters 3, mais il avait 17 ans. Oui, c'est vrai, ouais, oui. Oui, mais enfin bon, il en a pas refait depuis. Inception. Ouais, il y a eu Inception. Mais c'est pas de la... Voilà, on n'est pas dans, par exemple, du Interstellar, quoi. Les Real Ones avec John Berntal, ouais, j'en ai écouté quelques-uns.
Pas tous, et pas tout le temps, et pas en entier, mais ça m'arrive de passer dessus, ouais. Selon toi, est-ce que les personnes ont trop oublié The Revenant? Moi, je trouve toujours le film marquant, mais ça a été tellement centré sur la réputation d'Oscar que depuis l'oubli... Oh, je suis pas sûr que ça a été oublié, non. Parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir, hein. Non, je suis pas sûr que ça a été oublié, c'est quand même un film référence, Gideon. Je trouve vraiment que c'est un film référence. C'est quand même très 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 costaud. La musique de ce Ryuichi Sakamoto, par exemple, enfin, c'est caviar. C'est caviar. Inception, c'était un peu de la SF, oui. Ouais, ouais, c'est vrai que moi je pensais de la SF à la Interstellar, mais Inception, ça reste, oui, plus ou moins de la science-fiction. Il a pas fait surtout d'horreur et de comédie, alors, ouais. D'actionneur pur, pas particulièrement non plus, hein. Il y a des films où il y a de l'action, mais ouais. Tu feras un live Brad Pitt? Oui, c'est possible. C'est possible. J'aimerais bien revenir là-dessus. Donc il y a moyen peut-être qu'à l'occasion je me fasse une petite chose, un petit délire de la sorte. Écoutez, je vais vous faire des bisous, j'espère que ce live vous a plu. 1h21 finalement, hein, on pensait faire un 30h, ça a été. Ce live sera en rediffusion évidemment dès demain, hein, pour ceux qui veulent. Ça a été une rétrospective. Ça a parlé Fight Club, ah, forcément, bah, tiens, sur Brad Pitt, The Must de Brad Pitt, ça reste top 3 all time, Fight Club, c'est énorme. Donc je pense qu'on en fera un sur Brad Pitt, peut-être au live de 30 heures. J'aimerais bien au live de 30 heures, pourquoi pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir été là, on a fait la petite centaine, donc c'est cool. Le live sera en rediffusion dès demain. Et vous aurez le planning aussi des lives, donc aussi dès demain, évidemment. Des bisous.